Alors, aujourd'hui, ensemble, on va parler de design sprint, on va parler d'innovation, et on va voir un peu comment le design sprint peut faciliter l'innovation, comment c'est une méthode qui va pouvoir faire changer un petit peu les choses en interne et dans les esprits. Alors, rapidement, qui je suis? Je suis le Head of Design de chez Calliope, qui est une société, une ESN, spécialisée dans le développement de produits numériques dans tous les domaines. J'agis beaucoup en tant que product designer auprès des clients. J'anime pas mal d'ateliers, notamment de design sprint, ce qui fait que je vais vous en parler aujourd'hui. Et je suis, alors j'aime pas trop le terme, mais je l'écris quand même, évangéliste, c'est-à-dire j'essaye de plaider la cause du design et de l'expérience utilisateur en interne et auprès de nos clients. Alors Calliope, je voulais vous le dire, c'est une société spécialisée en conception, développement d'écosystèmes digitaux. Ça va du site web au mobile, en passant par l'application hyper métier. On est une société d'à peu près 200 personnes aujourd'hui, un peu partout en Europe. Rentrons directement dans le vif du sujet. On va commencer directement par une phrase qui est bien tarte à la crème, mais elle est importante, c'est que les startups, elles ont profondément bouleversé l'ensemble du paysage des industries. Tous les jours, nous, on s'en rend compte, quand on travaille avec des industries traditionnelles, on se rend compte combien elles ont été profondément bouleversées. Pourquoi? Parce que ces boîtes-là, ces startups, elles sont lean, elles sont agiles, elles ont intégré depuis le tout début ces valeurs de pilotage par la valeur délivrée. Elles sont hyper focus sur cette valeur délivrée. Elles sont beaucoup plus rapides, elles vont 1000 fois plus vite que les entreprises classiques. Elles sont très évolutives. En fait, elles ont même intégré directement en leur sein le fait de pivoter en permanence, parce qu'elles sont obligées. Toujours un investisseur pour leur dire qu'il faut repivoter complètement leur idée. Du coup, elles sont hyper innovantes, parce qu'elles savent qu'elles sont sur un secteur hyper concurrentiel et elles ont besoin d'innover. Et du coup, face à ces entreprises-là, en fait, le cycle classique de mise en marché des entreprises, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus du tout. On a pu assister, nous, chez Calliope, à des échecs en interne chez des clients qui sont stratosphériques. Et on se demande bien comment c'est possible que des si grosses boîtes ne soient pas capables de mieux innover. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le système d'innovation classique, il ne fonctionne plus, si jamais il a fonctionné un jour, en fait. Parce qu'en fait, on vient vraiment d'une société, on vient d'une culture de l'innovation un peu à l'opportunité. Début du XXe siècle, beaucoup de grandes industries sont construites comme ça. L'opportunité, c'était le bon moment, le bon endroit, enfin, c'était le bon moment, au bon endroit, la bonne personne. Et en fait, on a construit un peu cette culture de l'innovation et de la créativité un peu sur ça. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche absolument pas, et surtout que ce n'est pas scalable. On ne peut pas reproduire ce modèle. Donc du coup, le cycle classique d'innovation chez nos entreprises, alors là, c'est du cycle en V, mais remplacer ça par user story mal écrite et on est dans le même truc. On va commencer par une phase de recherche qui va être plus ou moins bien faite, plus ou moins longue. On va rédiger un cahier des charges ou au moins un request for proposal, enfin n'importe quoi, mais globalement, on a dit, oh, ça y est, on a compris, on sait ce qu'on veut, on écrit un cahier des charges. Ça prend déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. On va choisir un prestataire ou on va construire une équipe en interne. Ça aussi, ça prend plusieurs mois. On va avoir une phase de conception, parce que oui, le design est encore très silo. Dans beaucoup d'entreprises, on travaille encore le design en silo, même si le reste est en agilité. On va avoir les validations, les allers-retours, on va perdre énormément de temps, où chacun va vouloir mettre sa petite pierre à l'édifice. On va rentrer ensuite dans une phase de développement, des sprints, ou enfin peu importe. On va mettre en prod, on va faire les recettes, on va mettre en prod, les choses vont changer. Et le produit va commencer à vivre. Le problème, c'est qu'entre le début, la phase de recherche et ce moment-là, c'est qu'il y a des mois, des années qui se sont écoulés. Et on le sait tous aujourd'hui, des mois, c'est déjà une éternité dans certaines industries. Alors du coup, ça nous fait quoi? Ça fait un produit qui est obsolète avant même qu'il soit sur le marché, avec des utilisateurs qui ne sont pas intéressés, en tout cas qui ne sont plus intéressés, si jamais ils avaient déjà été intéressés par votre produit, parce que vous n'en savez absolument rien. Il y a des chances qu'un concurrent ou des concurrents aient déjà pris la place, mais votre idée géniale, c'est trop tard. Votre solution, vous avez mis tellement de temps à la sortir qu'elle est plus innovante, elle n'a même plus ce bénéfice, elle n'a même plus cet avantage concurrentiel de l'innovation, voire elle est carrément en retard, c'est-à-dire que vous allez mettre déjà un produit obsolète sur le marché et qui va déjà avoir un retard énorme par rapport à ses concurrents. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces deux ans où vous avez travaillé complètement en silo, ou cette année où vous avez travaillé complètement en silo, vous n'avez jamais appris de vos utilisateurs, vous ne savez absolument pas ce qu'ils attendent, vous n'en avez absolument aucune idée. Et vous allez mettre un premier produit en espérant que ça tombe juste,
spoiler, ça tombe pas juste. Et souvent, moi, ce qu'on voit, c'est 3-4 ans après, des clients qui viennent nous voir pour dire « jetez-moi ce qu'on a fait, c'est nul, on refait de zéro ». Bon, c'est qu'il y a souvent il y a un truc qui s'est mal passé sur le chemin. Et donc du coup, ce temps qu'on a passé à innover, entre guillemets, je mets des gros guillemets sur l'innovation parce que ce n'est pas vraiment, ça a été vraiment de la pure perte. Alors du coup, les entreprises se disent faisons un brainstorm, on est innovant, on va tous se mettre dans une pièce, on va coller des post-it et on va être innovant, on va faire des brainstorms. Non, faites pas ça. Parce qu'en fait, les brainstorms, en fait, ils sont pas efficaces. Parce que souvent, les gens se mettent dans la... C'est une autre croyance qu'on a par rapport à l'innovation, c'est que l'innovation, c'est des gens géniaux qui ont trouvé une idée géniale en sortant d'une pièce. En fait, c'est jamais ça. En fait, les gens géniaux, en tout cas, les grandes entreprises dont on s'inspire aujourd'hui, en tout cas en termes d'innovation, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est pas une idée géniale, ils ont trouvé le problème à résoudre. Les gens qui sont très très forts pour trouver un problème, ce pas des gens qui se mettent dans une pièce et qui attendent qu'une idée géniale apparaisse. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des brainstorms en se disant allez, c'est sûr qu'en 2 heures, avec tous ces cerveaux géniaux autour de cette table, on va bien réussir à avoir une idée géniale qui va nous faire milliardaire. En fait, le problème, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plein de divergences, puisque comme il n'y a pas vraiment de cadre et que tout le monde part un peu dans tous les sens, il n'y a pas de divergence. Donc du coup, on a plein d'idées, sauf qu'à la fin, on ne peut rien en tirer, parce que toutes ces idées, elles sont juste balancées sur un mur. Le HIPPO, always win. HIPPO, c'est the highest paid person opinion, c'est-à-dire donc l'opinion de la personne la mieux payée. Souvent, c'est la personne qui aura le dernier mot quand on sort de la pièce. Donc du coup, c'est moyennement, c'est un des grands biais qu'il existe dans les processus d'innovation. Et comme je vous disais, il n'y a pas de problème en amont, on n'a pas défini de problème, donc qu'est-ce que vous voulez exploiter à la sortie? Vous avez des idées qui sont moyennement faisables, pas faisables du tout, qui correspondent à rien, donc on ne va rien pouvoir en faire. Et du coup, ça va générer des discussions interminables. Ouais, mais mon idée, elle était géniale, tu te rends pas compte, mais si, je t'explique en 2-2, tu vas voir, ça va être génial, mais non, la mienne, elle est mieux. À la fin, en fait, c'est des discussions qui durent des plombes et qui servent à rien, et surtout, ça crée des énormes frustrations, parce que justement, moi, j'avais une idée géniale, personne n'a écouté, vous êtes vraiment des cons. C'est des alignements, des frustrations, et ça reste vraiment sur le long terme en termes de ressentiment. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on arrête les brainstorms, en tout cas tels qu'on les fait. J'en vois encore beaucoup d'entreprises. Alors ça fait peut-être plaisir aux entreprises, ça fait peut-être plaisir aux décideurs de se dire « Ah, moi je suis innovant, je fais des brainstorms, c'est génial ». Mais en fait, ce n'est qu'une illusion d'innovation, parce qu'à la fin, on n'en sort absolument rien. Alors ok, super, mais donc qu'est-ce qu'on fait? Merci. Du coup, on va essayer de développer une culture du prototype. C'est vraiment un des points centraux sur lesquels j'essaie d'appuyer avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est développer une culture du prototype, développer une culture du jetable, développer une culture de l'apprentissage, c'est-à-dire monter, imaginer, trouver des idées, construisez-les et fabriquez-les le plus vite possible, même si c'est à l'état de prototype, pour les montrer et apprendre. Sortir le design thinking du buzzword, parce que alors ça, design thinking, c'est un peu the new brainstorm, c'est-à-dire que maintenant, quand une entreprise a envie d'innover, elle dit qu'elle fait du design thinking, et elle pense que ça y est, elle a commencé à innover juste parce qu'elle a dit le mot. Sortons-le du buzzword et revenons un peu à ce que c'est-à-dire juste définir des problèmes, imaginer des solutions, les prototyper, les tester et les implémenter si jamais il s'avère que les gens sont intéressés. Et là, pour le coup, deuxième buzzword, mais remettre vraiment les humains au centre. Arrêtons de parler d'eux comme des utilisateurs, reparlons d'eux comme des vrais humains qui ont leurs vraies problématiques, et arrêtons de considérer que c'est des personas qu'on a vaguement définis en se faisant plaisir. Et du coup, pour faire ça, en fait, ce qui est cool pour les entreprises, c'est qu'il y a des méthodes qui marchent, et qui marchent depuis super longtemps. Parce qu'en fait, le design thinking, ce qui est génial, c'est que tout le monde en parle aujourd'hui, et tout le monde a l'impression que c'est hyper nouveau, et que c'est des hippies de San Francisco qui l'ont développé. Sauf qu'en fait, le design thinking, ça fait 35 ans que ça existe. IDEO, c'est début des années 90. Et c'est des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui ont fonctionné sur plein de secteurs d'activité différents, et pas juste sur le web. Et nous, en fait, dans le web ou dans le numérique, on a toujours tendance à penser qu'on réinvente tout, qu'on est des génies qui réinventons la roue, sauf qu'en fait, il y a des trucs qui existent depuis super longtemps dans l'industrie. Donc du coup, commençons par s'appuyer vraiment sur des vraies méthodes qui marchent vraiment. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le principal frein à l'innovation, c'est souvent l'entreprise en elle-même. C'est pas tant les gens qui la composent, parce que les gens ont envie d'innover, c'est pas tant le marché qui est bloqué, parce qu'il y a des vraies opportunités d'innover, mais le problème, c'est l'entreprise elle-même, parce que prototyper, tester, c'est souvent aussi accepter l'échec, c'est accepter qu'on va se tromper, qu'il y a plein de fois où les utilisateurs vont dire « bah non, ça ne m'intéresse pas ». Et il n'y a pas beaucoup de gens en entreprise qui veulent porter cette casquette.
Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à financer ces casquettes. Le problème, c'est que du coup, nous, on a un client, dont je ne citerai pas le nom ici, mais un client qui a passé 3 ans avec un projet d'innovation interne qui lui a coûté 1,5 million. Tout ça pour se rendre compte au bout de 3 ans que ça ne marcherait pas et qu'il a arrêté. Donc il a jeté 1,5 million. Mais quand j'ai demandé à la personne, mais comment ça se fait qu'il n'y ait personne en interne qui ait fait des tests ou des prototypes, ben, en fait, il est plus facile dans cette très grande entreprise de porter la responsabilité d'avoir dépensé 1,5 million sur 3 ans pour rien, plutôt que d'être celui qui a dépensé 5 000 € en prototype et qui a dit à l'entreprise stop, on arrête, ça ne marchera pas, quoi. Et c'est paradoxal, mais c'est plus facile encore dans beaucoup d'entreprises. Donc du coup, c'est pour ça que je vais vous parler de design sprint, parce que c'est une méthode très concrète. Ça ne changera pas tout dans une entreprise. C'est pas du jour au lendemain, elle va devenir hyper intelligente et hyper orientée utilisateur, mais c'est vraiment une méthode assez concrète qui va permettre souvent de débloquer certains trucs et qui va vite fait avoir un impact assez fort et sur laquelle on va pouvoir pas mal communiquer en interne pour faire développer des nouvelles façons de faire. Alors du coup, c'est quoi le design thinking Design sprint, c'est quoi du coup? Alors, design sprint, juste une petite histoire, c'est Jake Knapp, qui était avant chez Google, qui a voulu travailler avec une ingénieure de chez Google en particulier, qui n'était dispo que pendant 1 mois. Il s'est dit, bon, ok, il faut que j'ai une méthode la plus efficace possible pour travailler avec elle, pour concevoir quelque chose. Et en fait, il a conçu Google Hangout comme ça en 1 mois. En tout cas, les fondations de Google Hangout, il a fait un premier prototype pour vérifier auprès des utilisateurs si ça pourrait les intéresser en 1 mois. Donc maintenant, lui, il travaille chez Google Ventures. Google Ventures, c'est la partie startup de Google qui accompagne, je ne sais pas combien de centaines de startups. Donc, bon, les startups de Google, c'est déjà des grosses PME ici. Mais voilà, qui accompagne ces startups-là et qui les fait passer un peu toutes par cette méthode-là pour raffiner leurs produits. Alors du coup, c'est une méthode d'innovation. Je reviens au buzzword, inspirée du design thinking, du lean startup. De toute façon, vous le savez, toutes ces méthodes d'innovation, toutes ces méthodes-là, elles sont souvent à la croisée de plein de chemins. Elle est très très populaire, cette méthode. Elle a été très travaillée, très retravaillée, très challengée. Alors il y a des gens maintenant qui la challenge pour dire qu'on peut la faire en 2 jours, en 3 jours. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une méthode qui est très très populaire parce qu'elle fonctionne vraiment. L'intérêt, c'est qu'elle met l'utilisateur très tôt. Très tôt, c'est-à-dire au bout d'une semaine en fait, c'est même pas des mois, au cœur du processus et vraiment qui se base sur les vertus du prototype. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pas le design sprint? Parce que du coup, c'est comme ça qu'on explique le mieux. Le design sprint, il ne faut pas le confondre avec un sprint au sens Scrum. C'est un peu emmerdant dans cette industrie, c'est que tout le monde s'appelle pareil. Ça n'a rien à voir avec un sprint au sens Scrum, même si ça partage certaines valeurs d'apprentissage, d'amélioration continue, mais c'est pas un sprint Scrum, c'est plutôt dans le sens vraiment on va vite, quoi. C'est une méthode d'innovation, c'est pas un atelier de cadrage. Alors ça, la tentation, elle est très grande chez les entreprises. C'est ok, bon, on a dépenser des sous, on va avoir 5 personnes, on a bloqué l'agenda de 5 personnes, il faut vraiment qu'on en sorte beaucoup, quoi. Il faut que derrière, on ait sorti tous les écrans, toutes les fonctionnalités, etc. Ça ne marchera pas. N'essayez pas, ça ne marchera pas. C'est justement le livrable, c'est vraiment un prototype. C'est quelque chose qu'on va pouvoir montrer, qui va ressembler à la réalité, qui va concerner une petite partie du produit, qu'on va montrer à des utilisateurs, mais c'est pas production ready. C'est pas des maquettes prêtes à en donner à des développeurs pour qu'ils commencent à travailler. Surtout pas. Si vous faites ça, vous allez dans le mur. Et donc du coup, comme je disais, c'est ça, c'est la tentation, elle est super forte de rentabiliser ce temps passé. On se dit, il va falloir en tirer le maximum. Vraiment, je l'ai essayé pour vous, je l'ai écrit, j'ai essayé pour vous, ne le faites pas. C'est toujours hyper galère, parce que si vous essayez d'en rentrer le maximum d'écran, etc., à la fin du design sprint, vous allez arriver avec des solutions qui sont moyennement calées, et vous allez vous baser sur ça pour le reste du projet, et vous allez avoir un paquet de développeurs et de Scrum et de Product Owners qui vont vous détester pendant des mois et des mois. Donc vraiment, c'est pas ça. Alors, du coup, voilà. Alors, comment ça marche un design sprint? Ça marche parce qu'en fait, on va construire, du coup, et comme je disais, on va tester un prototype en 5 jours. Au bout de 5 jours, on saura si notre idée elle est bonne ou elle n'est pas bonne, ou en tout cas si elle représente un intérêt pour l'utilisateur. Ça va se déplacer donc en 5 jours. On va commencer le lundi. Le lundi, parce que vous pouvez faire un design sprint en milieu de semaine. Le problème, c'est que la latence que va créer le week-end, c'est pas super bon pour l'esprit du design sprint, donc vraiment, il vaut mieux le commencer un lundi. Donc on va définir le lundi, on va rentrer après en détail un petit peu sur la façon dont ça fonctionne. Le lundi, on va définir. Le mardi, on va dessiner les solutions. Le mercredi, on va décider des solutions qu'on va garder. Le jeudi, on va prototyper. Et le vendredi, on va tester.
On va tester ce prototype. L'idée, c'est, ce qui est super important, c'est de se dire que toute l'équipe, alors ça c'est pas évident, surtout quand on est prestataire et qu'on travaille avec des entreprises, c'est pas évident d'embarquer l'équipe du client sur le jeudi et le vendredi. En général, le mercredi soir, on se dit merci, au revoir, c'était super, maintenant on rentre à la maison, on va faire des maquettes pour le prototype. C'est vraiment très dommage, ça prive le client d'un véritable feedback et d'une construction d'une équipe très forte. Donc si vous êtes côté agence et que vous travaillez avec des clients, essayez d'insister pour qu'ils soient avec vous sur la journée de prototypage et la journée de test. Alors du coup, dans un design sprint, qui c'est qu'on va inviter? Le nombre communément accepté pour le nombre de personnes qui participent à un design sprint, c'est 7. 7 personnes, c'est bien. Plus un facilitateur. Donc du coup, qui c'est qu'on va inviter? Alors je l'ai mis en premier, je l'ai mis en gras et je vous le répéterai plusieurs fois dans la conférence. Il faut absolument que vous ayez des décideurs. Un design sprint, et c'est écrit dans le livre, hein, je ne l'invente pas, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais Jay Knapp dit que la démocratie n'a rien à faire dans un design sprint. En fait, c'est effectivement des méthodes très de co-construction, de travail ensemble, sauf qu'à un moment, si on veut pouvoir valider, tester quelque chose auprès d'utilisateurs en moins de 5 jours, la démocratie ne marche plus, et là, il faut qu'un décideur prenne ses responsabilités, et une fois qu'il ait bien écouté tout le monde, dise « Ok, j'ai bien entendu tout ce que vous aviez à dire, je choisis ça ». C'est hyper important. Les premiers design sprints que j'ai fait, je me suis dit, ouais, non, mais ça va être compliqué de leur faire accepter ça. Bon, bah, tant pis, on va faire démocratique et on va tous être ensemble dans une super idée de co-construction. C'est une catastrophe. Je vous jure, au bout du mardi, mercredi, quand tout le monde commence à être crevé et qu'il faut décider, s'il n'y a pas un vrai décideur, c'est l'enfer et vous allez perdre énormément de temps en discussion inutile, ce qu'on veut absolument éviter. Du coup, les gens que vous allez prendre dans votre design sprint, en plus du décideur, c'est les gens qui représentent les services essentiels à votre produit. Tous les services d'entreprise sont importants, mais pour le produit que vous allez développer, il va y avoir des services plus ou moins importants. Donc là, vraiment, il faut aller chercher les gens. Alors peut-être ça va être des gens de la logistique, des gens du marketing, des gens de la technique. Enfin voilà, mais choisissez vraiment les personnes qui sont les personnes clés, qui vont vous apporter vraiment les insights clés pour faire le produit. Ce qui est bien, c'est d'avoir dans le temps une personne qui est capable de dessiner rapidement. Elle n'a pas besoin d'être de Vinci, mais si elle peut dessiner rapidement et pas trop mal, c'est quand même pas mal. Il va vous falloir un facilitateur. Ça, c'est un rôle hyper important, votre facilitateur. Et idéalement, il est hors du projet, en fait. Il ne sait rien du projet, parce que ça lui permettra de poser des questions, en fait. Et ensuite, vous aurez besoin, mais ça sur un temps court, de personnes qui ne sont pas directement liées au produit, en fait, mais dont vous allez avoir besoin de la vision. Par exemple, ce qui est très courant, c'est les personnes de la compta. Alors, sauf si vous êtes en train de développer une application de compta, auquel cas elles seront tout en haut. Mais mettons, vous êtes, je sais pas moi, vous faites une application, vous voulez développer un site e-commerce, il y a du design sprint. Les gens de la compta vous serviront beaucoup ces personnes-là pour avoir quand même quelques infos sur la façon dont on facture, qu'est-ce qui peut être bloquant, etc. Mais c'est peut-être pas la peine de les embarquer sur toute une semaine parce que vous allez peut-être en avoir besoin sur toute la semaine. Elles seront un peu trop loin du métier pur. Voilà. Donc du coup, ça se passe où et j'amène quoi? Eh ben, ça se passe où? Ça se passe. Alors déjà, ce que vous amenez, c'est toute la connaissance que vous savez. Plus l'équipe est intelligente, dans le sens, elle a appris des choses sur les utilisateurs notamment, mieux c'est. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez essayé, tout ce qui a été des échecs, amenez-le, ça servira. Même si c'est pas la peine de faire un PowerPoint en 14 points, mais juste ramener un petit peu tout votre savoir. Vous allez avoir besoin de 5 jours pleins, je l'ai dit. C'est super important, hein, mine de rien, bloquer 5 jours pleins dans une semaine, dans un agenda, c'est souvent la partie la plus difficile en fait, hein, dans un design sprint. Une grande et belle salle. Alors, idéalement, donc, puisque c'est Google qui a fait la méthode, quand on regarde le livre, ils ont environ une salle de 85 mètres carrés avec des tableaux blancs tout autour, et ils disent que ça, c'est la salle idéale pour faire des design sprints. Sans doute, mais ça marche jamais, enfin, ça n'existe pas. Donc globalement, au moins des salles où il y a des tableaux, ça vous allez vraiment avoir besoin de tableaux. Une salle un peu lumineuse, globalement une salle où on a envie de rester, où on se sent bien, parce que on va y passer du temps. Donc ne sous-estimez pas l'aspect plaisir à être là. Vous allez avoir beaucoup de matériel, bon, ça, hein, les classiques, hein, un stylo, feuille, post-it, marqueur, et des trucs qui font plaisir. N'oubliez pas la notion vraiment de plaisir, c'est ce que je répète très souvent aux personnes avec qui je fais des sprints, c'est on est là pour
prendre du plaisir. C'est un moment fun. Ça va être fatigant, ça va être long, mais ça doit être vraiment fun et on est là pour inventer des choses, quoi. Donc gardez en tête les choses qui font plaisir. Amenez du chocolat, des fruits secs, des jus de fruits, peu importe, des trucs plutôt légers, hein, quand même pas des trucs qui endorment parce que sinon vous allez être mal barré. Mais voilà, essayez de travailler sur ce côté plaisir d'être là. Donc voilà, bon, je le dis, hein, ne sous-estimez pas l'importance du temps. 5 jours, c'est très très long, et du lieu. Allez. Alors du coup, bah, la question c'est en interne, comment je vends le design sprint? Pourquoi je ferai un design sprint en fait? À quel moment je me dis, ok, là, ça c'est un truc à design sprint? Ben, en fait, en général, on dit que le meilleur moyen de commencer un sprint, c'est quand on est bloqué. On ne sait plus. On sait plus, on a essayé des trucs, on ne sait plus où on en est, le projet il avance pas, il y a des silos de partout, je ne sais plus parler à personne, plus personne se parle, il y a des frustrations dans tous les sens parce qu'on a fait des séances de brainstorm. Du coup, on est bloqué, il faut un peu reprendre tout de zéro. Ça marche très bien dans ces moments-là. Parce que sinon, vous avez besoin d'aller vite. Il y a un concurrent qui est en train de sortir un truc ou qui a déjà sorti un truc, vous avez absolument besoin d'aller vite pour essayer de survivre, hein, tout simplement. Donc vous avez besoin de speeder sur quelque chose, donc ça marche très bien le design sprint, parce que c'est une méthode qui va évidemment très vite. Parce que le besoin d'innovation est vital pour vous, c'est assez lié avec le fait d'aller vite, mais parce que voilà, hein, vos concurrents sont là, ils sont en train de vous bousculer très fort, ou qu'il y a des startups qui viennent d'arriver et que vous avez besoin d'aller vite. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est trop grand pour un sprint. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais Jake Knapp dit que lui, il a déjà fait des design sprints avec des entreprises spécialisées dans la fabrication de moteurs pour avion. Et ils ont prototypé une partie d'un des moteurs pour avion dans un design sprint. Donc, a priori, rien n'est trop grand, parce que comme toutes ces méthodes, un design thinking, en fait, ça s'adapte à tout, et elles existaient même avant le numérique. Par contre, assurez-vous que vous avez un sujet assez important. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de pire qu'un design sprint, et je me suis retrouvé dans des moments comme ça, il n'y a rien de pire qu'un design sprint dans une entreprise qui n'a absolument pas prévu de changer, et qui se fait un design sprint juste pour se faire plaisir, sur un sujet dont tout le monde se fout. Je vous jure que là, les 5 jours, c'est très long. Donc voilà, prenez des sujets qui comptent vraiment, et où les gens ont vraiment le sentiment que c'est important d'être là. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de comment fonctionne un design sprint dans ce qu'il a assez concret. L'idée de cette conférence aussi, c'est pour vous donner les premières clés si jamais vous voulez en animer ou que vous en avez déjà animé et que vous voulez voir un petit peu d'autres retours sur expérience. Voilà. Vous aurez un peu le framework. Et je vous invite surtout à lire le livre. Il y a pas mal d'illustrations qui viennent directement du livre. Le livre est super bien fait, il se lit vraiment comme un roman. Il est passionnant, il y a plein d'exemples. Et moi, il me sert encore au quotidien quand j'anime des design sprints. Alors, le premier truc qu'on va faire dans un design sprint, c'est ce qu'on appelle commencer par la fin. C'est qu'on va se poser la question de quoi on rêve. C'est quoi notre objectif? Où est-ce qu'on veut être dans 3 ans? On se met la casquette hyper positive et on se dit, dans 3 ans, moi, je veux être à cet endroit-là. Mon entreprise va être à cet endroit-là. Et voilà tout ce que ça va créer de positif dans l'univers de cette entreprise ou dans son marché. C'est-à-dire que ça va être du chiffre d'affaires en plus, ça va être des clients plus satisfaits, ça va être, je vais améliorer la connaissance sur tel sujet, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on a apporté en interne ou en externe avec cette innovation qui a fonctionné? Voilà. Alors on se dit, ok, ça a fonctionné. Et de suite après, une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a écrit, qu'on est super content, et c'est pas si facile à écrire que ça, on va se mettre la casquette pessimiste et on va se dire, ok, qu'est-ce qui va faire qu'on va échouer? Pourquoi j'échouerai? Qu'est-ce qui va faire que cet objectif-là, qui est hyper beau mais qui est hyper lointain, je vais rater, je vais pas y accéder. Et donc du coup, c'est là où on va lister tous les points dont on doit être sûr. Jake Knapp, il prend un super exemple, je trouve cet exemple parfait, c'est l'exemple d'Apollo 13. Apollo 13, quand Houston en a un problème, l'objectif long terme, c'est de les ramener sur Terre. Seulement, le premier objectif court terme, c'est de faire en sorte qu'ils aient toujours de l'oxygène parce qu'ils ont une panne d'oxygène. Puis ensuite, ça va être de les amener à la Lune pour qu'ils servent de la gravité, etc., etc. Donc en fait, c'est juste, on va lister, on va dire, ok, notre objectif long terme, c'est de les ramener sur Terre. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que ça échoue? S'ils meurent asphyxiés dans 1 heure, ça sera un échec. Donc du coup, voilà, on va réduire, on va lister ces problèmes, on va essayer de voir comment on peut les résoudre. Et ça permet finalement d'exorciser un peu la peur de chacun, parce que chaque métier va avoir pas mal de peur, parce qu'il connaît, il sait, ils sont déjà passés par des moments durs dans leur métier. Et eux, ils vont pouvoir lister vraiment les risques qu'ils voient. Et en fait, on va faire ça c'est la matinée, on va faire la cartographie du service. Alors ça,
si jamais vous devez animer un design sprint dans pas longtemps, je ne vais pas vous mentir, c'est le passage le plus délicat. Vraiment, c'est le moment où ça flotte, ça peut être le moment où les gens ne comprennent rien. Donc, design sprint, si j'ai un conseil à donner à n'importe qui fait un design sprint ici, si vous êtes facilitateur, ne faites que ce avec quoi vous êtes à l'aise. S'il y a un truc que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, que vous n'êtes pas sûr que ça marche, que vous n'êtes pas sûr que les gens seront prêts à le faire, sautez-le. Il n'y a rien qui est normalement catastrophique au point que votre design sprint ne marchera pas. Et la cartographie du service, on va la voir, ça peut être un peu tricky en fonction des sujets. Par contre, ce qui est important, c'est que le démarrage du sprint, il est capital. C'est ça qui va commencer à créer en fait les bases de votre équipe. C'est d'un coup des gens, et ça c'est quelque chose que j'ai repéré, enfin que j'ai remarqué souvent. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à se parler quasiment pour la première fois. C'est-à-dire qu'ils vont se parler pour la première fois sur un projet. Le nombre de fois dans le design sprint où des gens qui se croisent quotidien se disent « Ah, mais en fait, c'est comme ça que tu fais ton boulot !» Ils se connaissent, ils se croisent au quotidien depuis 10 ans. Hein. Et c'est la première fois qu'en fait, ils parlent de leur métier. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc, ratez pas en tout cas ce moment-là et donnez-lui toute la place qu'il doit avoir. Alors, du coup, je vais vous donner quelques petits exemples de... Voilà. Dans l'objectif long terme, alors par exemple l'objectif long terme, alors je suis un fan de jeux de société, donc c'est pour ça que devenir le leader de la vente en ligne de jeux de société, par exemple, ça serait mon objectif long terme, dans 3 ans, je veux être celui-là. Les exemples de freins que je peux avoir, c'est est-ce qu'on sera capable d'avoir une offre différenciante? Bah ouais, si j'ai l'offre que tout le monde a, bah ça ne marchera pas. Donc ça, mon objectif, il ne pourra pas être rempli. Serons-nous capables d'offrir un conseil pertinent? Bah ouais, si les gens ne nous voient pas comme un bon conseil, bah, ça sera aussi un échec. Et par exemple, est-ce qu'ils feront confiance à notre expertise, tout simplement? Est-ce qu'ils considéreront qu'on est la meilleure solution? Si on veut être le leader, ça veut dire qu'on est a priori les meilleurs sur le sujet, donc du coup, c'est ceux à qui les gens font le plus confiance. Est-ce qu'ils feront confiance à notre expertise plus qu'aux autres? Ça, c'est des freins. Et ensuite, alors ça, c'est une carto relativement limité, mais ça ressemble à peu près à ça, une carto. L'idée d'une carto, c'est pas un user flow, hein, c'est pas une cartographie de service, c'est pas un user flow hyper précis, genre il arrive sur la home page, il sélectionne ses produits, il les filtre, etc. C'est beaucoup plus large. C'est globalement depuis le moment où le client arrive, enfin, le nouveau futur client arrive, jusqu'au moment où on veut qu'il ait réussi ce qu'on attend de lui. Par quoi il va passer. Là, j'ai fait un truc hyper basique, mais bon, globalement, le nouveau client, il pourra apprendre qu'on existe soit par le web, soit par un article où il a lu quelque part. S'il recherche sur le web, il va comparer les vendeurs. S'il arrive depuis un article, il va directement arriver sur notre site. On va dire qu'une fois qu'il est sur notre site, globalement, d'une manière ou d'une autre, il choisit un jeu, il achète le jeu. Voilà à peu près notre cartographie de service. Ça ne va pas être beaucoup plus compliqué que ça. Globalement, si elle a plus de 10 étapes, c'est qu'il va falloir un peu réduire. Sinon, vous allez être trop spécifique. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, donc ça en général c'est le matin, vous en tant que facilitateur, vous êtes un peu stressé, mais ça va, ça commence déjà, enfin, vous avez fait une première matinée, vous voyez que c'est un peu plus ou moins réceptif, enfin, je vous le souhaite. Et donc du coup, l'après-midi, on va faire l'étape qui s'appelle les Ask the Experts. Ask the Experts, ça veut dire qu'on va interviewer chaque personne de l'équipe sur son sujet, donc ça dure une demi-heure à peu près, et tout le monde joue le jeu de l'interview, même les gens qui connaissent très bien son métier, tout le monde pose des questions comme si on était un peu des débutants sur ce métier et en gros qui nous parlent du métier et de l'objectif qu'on a tous ciblé ensemble pour avoir ses insights. Une fois qu'on a fait les personnes clés de l'équipe, c'est là qu'on va ouvrir aux autres personnes, par exemple aux personnes de la compta, c'est là qu'on va faire rentrer les personnes externes pendant une petite heure. En fait, on va leur montrer déjà l'objectif, les freins, la carto, leur demander s'ils sont d'accord avec ça ou s'il y a des choses qu'ils pensent qu'il faut changer. Des fois, c'est eux-mêmes font changer certaines étapes. Par exemple, ah non, mais n'importe quoi, les gens ils découvrent jamais notre site par le web, vous savez bien que ça passe pas comme ça. On va faire changer. Et pareil, on va les interviewer. Et la prise de notes va se faire avec des Oh My Tweet. Alors, je vais vous parler un peu des Oh My Tweet parce que c'est un de mes sujets préférés. Je pense qu'un jour, je ferai une thèse sur les Oh My Tweet. Du coup, je vais vous parler en détail des Oh My Tweet, mais globalement, n'hésitez pas à ouvrir la porte. Il y a 2 trucs qu'on oublie de faire souvent dans le design sprint, ou qu'on évite, enfin, qu'on essaie d'éviter, c'est ouvrir la porte. Parce que les relous de la compta, ils vont nous gonfler avec leur process, là, bah, tant pis, c'est bon, on fait sans eux. Le problème, c'est que sans eux, bah, en fait, on va passer complètement à côté du problème. Donc, surtout, ne les évitez pas. Et le deuxième type de personne qu'on essaie d'éviter tout le temps dans les design sprint, et c'est une erreur majeure, c'est ce qu'on appelle les troublemakers. C'est tous les gens qui empêchent un peu de réfléchir en rond. Souvent on se dit, oh non, lui, pareil, il va être relou, il va être ingérable, il va pas arrêter de remettre en question tout. En fait, c'est souvent les personnes qui font le plus avancer l'équipe, qui justement l'empêchent de réfléchir en rond. N'hésitez pas à les mettre. Ils sont plus difficiles à animer, mais n'hésitez pas à les ajouter dans votre sprint.
Donc rapidement, les OhmyTwee, comment ça marche? Les OhmyTwee, en fait, ce qui se passe, alors c'est une méthode de prise de notes active qui a été inventée par Procter et Gamble dans les années 70, quand je vous dis qu'on n'invente rien, qui en fait permet justement de faire de la prise de notes active. Le problème de la prise de notes, si vous prenez des notes classiquement quand quelqu'un vous parle, c'est qu'en fait vous notez tout de manière très linéaire. Vous notez vite parce que la personne vous parle et vous écrivez tout en vrac dans une feuille, plus ou moins bien écrit. Et en fait, à la fin, un jour, 2 jours, 3 jours après, quand vous relisez votre feuille, vous savez plus ce qui était important. Il y avait des choses qui étaient très importantes au début, mais finalement vous les aviez vachement entourées. Mais finalement, il y a des choses plus importantes que vous n'aviez pas soulignées pareil. Enfin bref, à la fin, en fait, vous allez avoir une prise de notes hyper linéaire. Vous avez pris un peu comme si vous étiez un dictaphone et qu'il n'y a pas énormément de valeur ajoutée. Le OhmyTwee, lui, ce qu'il permet de faire, c'est qu'en fait, on va faire une prise de notes où on va toujours reformuler les choses. Alors souvent, on va d'abord s'appuyer sur les objections. C'est ça qui va servir de démarrage à un OhmyTwee. C'est typiquement les phrases qui commencent par « le problème c'est que ». Pendant les interviews d'experts, vous allez entendre des tonnes des « le problème c'est que ». Et c'est très bien, mais il faut en faire quelque chose. Si je vous dis « le problème c'est qu'il est trop difficile de suivre la sortie des jeux parce qu'il y en a trop qui sortent en même temps, c'est un vrai problème et c'est ça qui fait que ça ne marche pas », ben moi, mon cerveau d'humain classique, il va dire « ok, ben, le problème c'est que, ben, y a un problème, je bloque ». Je ne sais pas, je ne connais pas la solution, là je ne l'ai pas, donc bon bah oui, c'est un problème et ça restera un problème. Et en fait, le OhmyTwee, de manière un peu pompeuse, je suis désolé du verbiage, mais d'une manière un peu pompeuse, c'est dire transformer un blocage en opportunité d'innovation. C'est-à-dire, en gros, c'est se dire comment pourrions-nous transformer ce problème. Donc typiquement, ma question, mon problème, c'est qu'il y a trop de jeux, c'est trop difficile pour un acheteur de suivre les sorties de jeux, il y en a trop. Ben, maintenant, mon post-it, ce que je vais écrire sur mon post-it, sur ma prise de notes, c'est comment pourrions-nous rendre plus lisible, par exemple, le catalogue des sorties pour un acheteur non connaisseur. Le HMW, c'est OhmyTwee, donc comment pourrions-nous. Et donc du coup, en fait, on va faire ça, on va noter ça, tout le monde va noter ça, et d'un coup, c'est vachement plus actif, parce qu'en fait, on est obligé de reformuler dans sa tête, sous forme de questions, ce que quelqu'un nous a dit. Donc ça nous oblige déjà, en fait, en faisant ça, on est déjà en train d'imaginer des solutions, en vrai. Enfin, quand j'écris ce genre de choses, en général, je suis déjà en train d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et une fois qu'on a fini ça, on va tout coller sur le mur, un peu en vrac, même carrément en vrac, pour dire c'est bon, on a fini la prise de notes. Et enfin, à la fin de la première journée, c'est qu'on va donc, je viens de dire, on va collecter et trier les OhmyTwee. On va les trier en grands thèmes, en général il y a 3-4 thèmes, c'est ce qui se passe. Et chaque personne va voter, on va faire du dot voting. Alors, je sais que le dot voting, c'est un sujet qui est très sujet à controverse. Si vous faites du dot voting, et là aussi j'ai fait souvent l'erreur, si vous faites le dot voting, attention aux OhmyTwee qui sont un petit peu différents mais qui se ressemblent. Et ça va être votre rôle de facilitateur, parce que des fois, vous allez avoir deux post-it qui sont quasiment la même chose, mais parce qu'on ne veut pas frustrer ou on ne veut pas vexer quelqu'un, on va dire bon, ok, on garde les deux. Non, c'est vrai que la petite nuance, la petite virgule à côté, c'est vrai que ça... En fait, non, faites-en un seul, faites un truc hyper générique, parce que sinon, quand il va falloir voter avec 5 voix, ben, en fait, les voix vont se dispatcher sur des sujets qui sont très proches. Donc, tant pis, voilà. Le but, c'est quand même d'être de grosses mailles. Là, on n'est pas dans l'ultra-précision. Donc chaque personne va voter, 4-5 votes, et là c'est là que le décideur va commencer déjà à travailler, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de votes que les autres, puisque c'est un décideur. Et on va garder les 4 ou 5 OhmyTwee gagnants, ceux qui ont eu le plus de votes, sur la cartographie. Et du coup, le décideur va choisir une étape clé du parcours pour dire « Ok, bah c'est sur ça qu'on va travailler pendant les 4 prochains jours ». C'est pas anodin, c'est le premier decider moment, le ratez pas, c'est vraiment le moment, parce que là, vous allez avoir la cartographie, on va le voir ensemble, et à la cartographie, il y a plein de moments importants, hein, on se dit, oh ouais, non mais attends, si on rate ça aussi, on va pas réussir, quoi. Ouais, mais il va falloir en choisir un, parce que de toute façon, on ne sera pas capable de tout prototyper, de tout tester. Donc vraiment, c'est le premier decider moment, le ratez pas, accompagnez bien votre décideur à ce moment-là pour dire, bah, on a besoin de toi. Du coup, ce que je disais, c'est que du coup, l'étape 1, les post-it sont en vrac. L'étape 2, ils sont rangés en colonne. L'étape 3, ils sont dot votés. Et une fois qu'on les a dot votés, on prend ceux qui ont gagné et on va les coller donc sur notre cartographie. Donc par exemple, je ne sais pas moi, y en a un qui aurait pu mettre comment pourrions-nous rendre très visibles les nouveautés. Bah, ça serait plutôt au moment où il arrive sur le site. On veut voir, c'est vraiment un point clé à un moment du parcours à résoudre. Et puis ici, c'est comment pourrions-nous lui donner des bons outils de tri, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Bah, c'est plutôt au moment où il va choisir. Et comment pourrions-nous faciliter le passage du choix d'un jeu au panier? Bah, c'est ici, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ça serait comme ça que ça se passerait. Et donc du coup, là, le
décideur dit ok, bah en fait, je vois tout, ouais, effectivement, le parcours est super important parce que on pourrait très bien faire un design sprint sur la recherche, hein, on pourrait très bien design sprinter les mots-clés qu'on veut travailler, mais moi je pense que si on veut atteindre l'objectif de devenir leader, ça ne passera que parce qu'on aura été capable de bien recommander et de bien accompagner les gens sur le panier. Donc j'aimerais que ce design sprint se focalise sur cette partie, sur cette étape du parcours. Le reste est toujours aussi important, mais ce qu'on va tester au bout de 5 jours, c'est cette partie-là, parce qu'on pense que c'est celle qui a le plus de risques ou celle sur laquelle on a le plus d'hypothèses. Et il pourrait y avoir d'autres design sprints après ces autres sujets. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, évitez absolument le client qui vous dit « Ah, attendez, hein, pendant 5 jours, alors le temps, là, moi je veux tout voir, hein, je veux qu'on design tout. » Parce que tout le monde va designer des trucs dans un vrac, dans tous les sens, et vous n'allez rien pouvoir en sortir. Et ce sera juste des idées moyennes, voire nulles, mais vous en aurez plein, mais vous n'aurez pas grand-chose à en tirer. Donc du coup, ça c'est le jour 1, et donc vous arrivez fin du jour 1, en tant que facilitateur... Ah ouais, c'est mieux ça quand même. Non, c'est pas mieux? Ça, vous m'entendez bien ou pas? Ouais, ouais, c'est super. En tant que facilitateur, vous allez arriver le soir du jour 1, vous allez être mort, clairement. Vous allez être toujours un petit peu stressé parce que le vrai commence à ce moment-là. Et puis surtout, si vous faites un rôti à la fin de la journée, que vous demandez le feedback aux gens, vous attendez pas à des 5, quoi. Les gens vont être contents, ils se seront parlé, etc. Sauf qu'en fait, en fin de jour 1, ils ont eu que des questions. Pour l'instant, ils se sont posés que des questions, ils ont que des freins, que des problèmes, que des trucs partout. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer ce jour d'après. Donc, vous attendez pas à ce qu'ils vous disent oh, c'était génial, j'ai appris des tonnes de trucs, merci pour tout, quoi. Ce sera plutôt ok, j'attends de voir. Mais c'est normal, vous inquiétez pas trop. Surtout sur des gens qui n'ont jamais fait de design sprint. Donc du coup, le jour 2, on va commencer la journée par une phase de benchmark en fait. La phase de benchmark, c'est pas tant pour s'inspirer vraiment fortement de ce que font les concurrents, mais c'est plutôt pour se décomplexer par rapport au fait de dessiner l'après-midi. Donc, et pour éviter d'avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc en fait, le benchmark, ce qu'on va demander à chacun, ça va être de choisir quelques-unes des interfaces qui les inspirent. C'est pas forcément des concurrents, c'est pas forcément dans le même secteur d'activité. Ça peut être, ouais, moi je trouve que les notifications sur LinkedIn, elles sont hyper bien faites. Et moi ça m'inspire et je pense qu'on pourrait peut-être s'en servir pour notre projet. J'aimerais juste vous les montrer pour avoir votre avis. C'est tout. Ça va pas, on n'est pas obligé de garder ces idées-là. C'est juste pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire et je pense que ça pourrait être utile. Donc on va faire des démos rapides de ces idées-là. Puis ensuite, on va rentrer dans la phase de dessin dans le dur. Donc on va la découper en plusieurs parties, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils ne savent pas dessiner, qui pensent qu'ils sont incapables de sortir quelque chose d'un dessin. Et donc du coup, il va falloir, pareil, les décomplexer et leur donner confiance pour qu'ils puissent rentrer vraiment là-dedans. Donc du coup, on va découper la phase de dessin en 4 phases. Il va y avoir la prise de notes, il va y avoir les idées, il va y avoir le Crazy 8, dont je vais vous parler rapidement, et le sketching en lui-même. Un point important, et ça vous allez avoir souvent les réactions, il y a plein de design studios qui travaillent en équipe. Le design sprint se fait ce qu'on appelle en alone together, c'est-à-dire on travaille tout seul. Jake Knapp, et je suis très d'accord avec lui sur ce sujet, il dit qu'en fait, si on commence à travailler à plusieurs sur le même dessin, on revient exactement au même problème que le brainstorm, c'est-à-dire que celui qui a la plus grande gueule, celui qui est le mieux payé, celui qui a le plus de charisme va gagner à la fin, et qu'il y a des gens en fait qui vont se mettre hyper en retrait, qui vont pas oser amener leurs idées, et quand on laisse quelqu'un seul face à sa feuille, dans le silence, en fait tout le monde joue avec les mêmes armes, et tout le monde a les mêmes occasions de s'exprimer et de faire valoir ses idées. Donc c'est pour ça qu'on fait travailler les gens en solo. Alors, ça, c'est des illustrations qui viennent du bouquin en lui-même, hein, qui sont, du coup, est très bien fait pour ça. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, c'est le Lightning Demo. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui montre avec un Lord Nordy ou un mobile, bah voilà, moi j'aime bien le système de notification de LinkedIn, et quelqu'un qui dessine rapidement ce que la personne est en train de montrer sur un écran blanc. Et donc globalement, là, il lui montre ça comme ça, c'est-à-dire là, par exemple, quelqu'un qui aurait montré le système de commentaires dans Google Spreadsheet, et quelqu'un qui décide rapidement, bah ouais, il aime bien la façon dont on peut mettre des commentaires dans Spreadsheet. Point barre, c'est tout. Et à la fin, voilà, on a un tableau comme ça, qui va être hyper important pour l'après-midi, quand on va dessiner justement, parce que ça va permettre en fait de certaines fois de ne pas réinventer la roue. On a les idées qui sont là déjà. J'ai pas besoin de me poser la question de ah ouais mais comment ça marcherait sur LinkedIn machin. Non c'est bon c'est déjà là quoi. Donc ça ça crée déjà du dynamisme et ça crée de l'enthousiasme souvent autour du projet. Et donc du coup
Comme je vous disais, l'après-midi, donc on va dessiner. Donc les étapes du dessin, ça va être d'abord en haut à gauche, c'est on se promène, on prend des notes, on se promène en silence, on reprend des notes sur tout ce qui s'est dit depuis un jour et demi, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. On va commencer à prendre des notes et on va commencer à prendre des premières idées, à écrire des premières idées. Tiens, ouais, ça pourrait être pas mal, machin, ouais, super, ah ouais, ouais. Mais on le montre à personne, c'est juste pour soi. Et ensuite, donc, on va faire les Crazy 8. Alors le Crazy 8, je vous conseille de le tester, même pas dans un design sprint. C'est une méthode qui est assez géniale, même en solo, quand vous voulez avoir creusé une idée. Vous prenez une feuille de papier A4, vous la pliez en 8 parties, et vous vous forcez en 8 minutes à faire 8 itérations de la même idée sur chacune des petites parties de la feuille. Donc vous commencez, la première itération, c'est facile, hein, c'est votre idée, vous l'avez en tête, vous la dessinez hyper facilement, super, vous l'écrivez, ça marche très bien pour des phrases, pour des baselines. Vous allez écrire votre première idée. Deuxième, une itération de mon idée, ouais, ok, je vois, ça pourrait fonctionner comme ça. Troisième, ouais, ça va. Quatrième, ça commence déjà à devenir un peu difficile de retrouver une idée, une variation de mon idée. Puis cinquième, c'est carrément impossible. Déjà, on est déjà obligé de faire une nouvelle idée. En fait, là, on commence à complètement sortir de la boîte et faire une nouvelle idée qui se rapproche de ce qu'on avait fait au début, mais qui a déjà vachement changé. Et puis sixième, septième, huitième, le temps passe, et à la fin, vous arrivez à quelque chose qui est complètement invraisemblable par rapport à votre idée de départ. Et je vous assure que très souvent, ça fonctionne. J'ai un client, un petit exemple, une des personnes qui participe au Design Sprint, qui fait partie de Calliope. Sa première idée, c'était un petit module conversationnel du genre je suis un particulier qui veut acheter tel truc pour ma famille, par exemple. C'était sa première idée, c'est ce qu'elle avait dessiné. Deuxième idée, elle a fait une variation, troisième idée, quatrième idée. Et le huitième idée de son Crazy 8, c'était juste une phrase, en fait. C'était une baseline, c'était la baseline du site, et c'est ce qu'on a gardé. C'est une des idées qui est restée, en fait, cette baseline qui était super puissante, mais en fait, elle avait tellement raffiné l'idée d'un truc conversationnel qu'en fait, elle s'était rendu compte que ça rentrait juste dans un bon wording, et c'est ce que va vous permettre de faire le Crazy 8. Et enfin, donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes préparatoires, on va dessiner une idée vraiment en détail, c'est-à-dire que là, on va prendre l'idée qu'on a en tête et on va la décrire et on va la dessiner de la manière la plus compréhensible possible. Alors, comme vous voyez les tests là, comme vous voyez les exemples, c'est pas forcément très joli. Mais par contre, il faut que ça soit quand même que ça soit self-explanatory, enfin que les gens puissent comprendre directement en voyant le lendemain de quoi ça parle. Il ne faut pas que ça soit que vous qui ayez en tête. Donc ça peut être soit des interfaces, il y a des gens qui écrivent beaucoup, qui expliquent beaucoup le fonctionnement. Ce qui est bien, c'est de donner un nom à votre idée, pour que les gens puissent s'y référer facilement en disant ah ouais, là c'est par exemple, c'est le card converter. Pensez à donner un nom à votre idée. Vous évidemment, elles sont anonymes puisque le lendemain on va devoir voter. Alors il y a deux méthodes. Il y a des gens qui préfèrent le faire comme ça en mode storyboard avec des étapes qui représentent en fait plusieurs étapes du parcours dans une page. Il y a des gens qui préfèrent designer la page en entier. Il y a des gens qui préfèrent designer juste un petit bout de la page, ça va être à peu près... Il y a des gens qui vont être besoin de voir très précisément les boutons qui vont vous dessiner, le bouton de j'ai oublié mon mot de passe par exemple. Il y en a d'autres qui vont juste passer à travers parce que ça ils s'en foutent et ils se disent que c'est pas l'important. Mais voilà, je sais que Jake Knapp, lui, il recommande vraiment de faire comme ça. Moi je préfère laisser libre cours parce que d'expérience, je me suis rendu compte qu'amener trop de contraintes aux gens qui avaient déjà pas énormément confiance dans leur qualité de dessin, ça marche pas super bien, quoi. Donc le but, c'est quand même que vous ayez des idées et pas que ça soit joli à afficher sur les murs. Donc voilà, là, vous avez fini la journée 2. Et alors là, vous étiez stressé en journée 1 en tant que facilitateur. Spoiler, vous êtes encore plus stressé en journée 2. Parce que normalement, vous prenez tous les dessins, vous les mettez en tas, vous fermez la porte et vous rentrez chez vous. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans ces dessins. Vous ne savez pas s'il y a des choses utilisables, vous ne savez pas s'il y a des choses cohérentes, si ça va être intéressant. Vous n'en avez aucune idée. À chaque fois, ça s'est bien passé. J'ai jamais vu un design sprint dans lequel ça se passait mal. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous n'allez pas être hyper confiant en sortant de là. Mais en général, les gens seront éclatés. Le jour 3, on va décider. Alors décider, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer par un design muséum, c'est-à-dire que les gens vont se promener dans la salle et vont regarder les dessins, annoter, lister des questions, etc. sur les choses qui les intéressent le plus. Ensuite, on va présenter. Le facilitateur, lui, va prendre chaque dessin et il va présenter ce qu'il voit. Il dit, là, je crois que je vois un slideshow qui présente les actus du moment, puis en dessous, je vois un carrousel de produits, etc. Bon, si c'est ça le site, ça va être mal barré, mais bon, enfin voilà. Donc il présente ce qu'il voit et il lit les questions, s'il y a des questions qui ont été ajoutées sous le design. Et ensuite,
les votes. Donc chaque personne va voter pour l'idée qui lui semble la plus intéressante, avec deux, trois dots en fonction de combien on est. Mais surtout, et c'est là que c'est le vrai decider moment, c'est que le décideur, lui, va avoir un super vote. C'est-à-dire que même si toutes les personnes de l'atelier ont voté pour une idée, et que lui, il veut qu'une autre idée soit prise qui n'a été votée par personne, avec son super vote, l'idée sera prise. Donc c'est vraiment, quand je disais que le décideur il a un rôle capital, il a vraiment un rôle capital. Donc du coup, voilà comment ça se passe globalement. On a les dessins qu'on va afficher au mur, donc bien proprement, un design museum, c'est super joli en plus dans une salle, en général c'est le bon moment de quand on les affiche. Les gens vont mettre des dots comme ça pour dire bah, tiens ça m'intéresse et j'aimerais avoir plus d'informations, ou tiens ça je trouve ça intéressant, j'aimerais bien qu'on en discute un peu plus. Là c'est pas du vote, hein, c'est vraiment du ça m'a l'air intéressant. Ensuite, le facilitateur va présenter le dessin comme je vous disais et chacun va écouter, poser des questions. Le seul qui n'a pas le droit de parler c'est celui qui a fait le dessin, c'est que quand tout le monde a fini de parler, qu'il a le droit de préciser des choses qui n'avaient pas été comprises. Ici, on va avoir les votes et les super votes du super chef. Enfin, non, pardon, là, c'est les gens qui vont voter et ensuite, on a les super votes qui vont s'ajouter et on va choisir, donc le décideur va choisir ce qu'on prend, les idées qu'on va prendre dans le prototype. Une fois qu'on a fait ça, ça prend en général la matinée. L'après-midi du jour 3 va être consacré vraiment au storyboarding. Alors, le storyboarding, c'est quoi? C'est qu'on va déjà faire le scénario de notre prototype, en fait. Parce que ce qu'on veut absolument éviter le jeudi, quand on va être très speed, c'est d'avoir se reposer des questions sur le parcours utilisateur. Là, c'est là maintenant qu'on fait le parcours utilisateur, parce que le jeudi, il faudra juste le mettre au propre. Donc du coup, on fait globalement 15 cases. Il y a toujours une entrée et une sortie. L'entrée, on va faker une recherche Google, une pub Facebook, peu importe. Enfin, on va faire semblant de rentrer par un truc où les gens pourraient rentrer. Et la sortie, ça va être la sortie du panier, par exemple, si c'est ça qu'on veut tester. On va remplir avec les idées sélectionnées. Si je vous dis qu'on commence par la pub Facebook, ça veut dire que par rapport à notre exemple, tout le début, en fait, il ne va pas être designé. Ou alors il va être designé vraiment hyper vague, c'est-à-dire on sait qu'il arrivera par une page d'accueil, mais pour l'instant, on ne précise pas trop. On préfère rentrer sur le détail de ce qui se passe après. Ce qu'il faut absolument éviter à ce moment-là, c'est le copywriting, la réécriture collective. Ça, c'est nul. À chaque fois, c'est nul. Dès qu'il y a des gens dans une pièce qui essayent en même temps de trouver la meilleure façon de tourner un slogan, c'est nul. Donc gardez ce que vous avez écrit la veille, assumez ce qui a été écrit la veille, c'est ça qui partira devant les utilisateurs. Sauf si vraiment c'est complètement débile ou un contresens, mais évitez globalement la réécriture collective. Et surtout, évitez les nouvelles idées à la volée. Parce que pourquoi? On peut se dire, bah, super, maintenant je suis un super inspiré, j'ai une super idée qui va rentrer. Sauf qu'en fait, cette idée-là, elle a un avantage concurrentiel complètement démesuré par rapport aux autres. C'est que premièrement, elle ne s'est pas tapée toute la phase de dessin, de vote, etc. Et puis deuxièmement, souvent il y a de fortes chances que ce soit juste une idée justement à la volée. Elle n'a pas été dessinée. Entre le moment où je vous dis, mais si, c'est super simple, je t'explique en 2-2 comment ça marche, et le moment où je suis obligé de le dessiner, il y a des tonnes de choses qui se sont passées, et souvent je me rends compte que mon truc super simple que je t'explique en 2-2, il marche absolument pas. Donc du coup, faut pas ajouter les idées là, parce que c'est là qu'en fait ça va produire des trucs pas forcément efficaces. Et il faut rentrer dans le détail, mais pas trop, dans un storyboard. Il ne faut pas être trop précis dans le parcours utilisateur, sinon vous allez galérer ensuite à le prototyper. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ce tableau-là. Alors ça dépend en fait. Il y en a des gens qui redessinent au propre sur le tableau. Celui qui dessine le mieux redessine les idées au propre sur le tableau. Des fois on colle juste les papiers, des fois c'est un mix entre les deux. Là par exemple dans le mix ici, je crois que c'est Slack, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les idées principales. Donc celle-là elle reste telle quelle. Et puis ils avaient besoin de remplir les blancs entre certains écrans parce qu'il fallait quand même bien montrer un prototype avec des étapes aux gens. Donc ils ont fait un truc hyper basique, genre ici il y aura une image. Et le prototype assumera ça, dira aux utilisateurs ici il y aura une image, mais pour l'instant on ne sait pas, donc juste voilà, sachez qu'il y aura une image. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. En fonction du nombre de dessins que vous aurez peut-être besoin de compléter vraiment en disant là ça sera une interface, mais pas plus loin que ça. Là, vous avez fini votre jour 3, et là, quand même, normalement, vous commencez à être un peu plus confiant, parce que là, maintenant, c'est aux autres de bosser, et moins aux facilitateurs. Alors, le jour 4, c'est le jour où on va prototyper. Et donc, prototyper, c'est la phrase que je peux le mieux décrire un prototype, c'est qu'il doit faire vrai, mais il doit être faux. Et ça, c'est super important, parce que les outils qu'on va utiliser pour un design sprint, pour un prototype design sprint, ça va être genre PowerPoint. C'est pas Sketch, c'est pas XD, c'est pas tous ces outils-là. Oubliez tous vos outils haute fidélité, ils sont pas faits pour ça. Ils marcheront pas. C'est trop long. Et en plus, moi, en tant que designer, je le sais, les quelques fois où j'ai essayé avec ces outils-là, mais en fait, on a tellement d'outils dans ces outils-là pour faire les choses bien, pour bien aligner les choses au pixel près, qu'en fait, on peut pas s'en empêcher. Il faut absolument s'en empêcher parce que vous n'aurez pas le temps et vous allez passer à côté de choses hyper importantes juste parce que vous aurez voulu absolument aligner parfaitement deux blocs.
L'idée, c'est que l'équipe va se répartir les rôles pour maximiser l'efficacité. Donc l'équipe de 7, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute l'équipe va travailler, et c'est pas juste le designer de la bande. Et pendant la journée, on va vraiment faire des points réguliers d'avancement pour vérifier qu'on est toujours sur la bonne voie. Toutes les journées Design Sprint, j'ai oublié de le dire, c'est 10h, 17h, et celle-là y compris. Alors des fois, on décale un petit peu celle-là, mais pas de beaucoup. C'est important de se dire qu'il ne faut pas faire plus que 10h, 17h, avec 1 heure entre midi et 2 pour manger. Parce qu'en fait, après, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir rentrer le plus d'heures possible dans une journée, vous ne servirez à rien, vous ne serez pas capable de réfléchir intelligemment. Bon. Donc voilà, donc du coup, j'aime bien les musiques comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, restez le plus concentré possible, le plus focus sur un court temps. Bon, je redis les choses, c'est génial, mes conclusions disparaissent. Et donc du coup, les rôles dans une journée, il va y avoir le maker, ou les makers, en général ils sont 2, c'est plutôt les UI designers de la bande, c'est ceux qui vont faire les interfaces, qui ont le plus l'habitude d'utiliser les outils. Il va y avoir un stitcher, ça c'est super important. Le stitcher, c'est celui qui va rassembler les morceaux, parce que les mecs qui vont faire les écrans, ils vont aller à l'arrache, ils vont aller super vite, ils vont en avoir de partout. Donc le stitcher, lui, va reprendre tous les éléments, ils vont les remettre ensemble pour faire vraiment un prototype qui ressemble à quelque chose. Il y a le writer qui va écrire les contenus, qui va aller les récupérer. Ça, c'est super important, parce qu'un prototype, il n'y a rien de pire qu'un prototype écrit en lorem ipsum, parce que ça, les gens, ils ne comprennent absolument rien. Donc il vaut mieux quelque chose de mal écrit, mais qui ressemble à la réalité qu'un lorem ipsum. Il y a l'asset collector, ça, il ne faut pas sous-estimer son rôle, c'est celui qui va chercher le logo, les photos, les textes, les couleurs, etc., pour que les gens puissent bosser le plus vite possible. Et il y a l'interviewer, c'est celui qui va préparer la journée du lendemain. Il va déjà commencer à préparer ses interviews, sa trame d'interview, faire tourner le prototype, et il va faire tourner le prototype plusieurs fois dans la journée pour vérifier que la trame d'interview fonctionne. Focalisez-vous sur l'essentiel. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour apprendre beaucoup sur un prototype. Oubliez toutes les bonnes pratiques, c'est pas là qu'on les fait, vraiment pas. Et enfin, on a fini le jour 4. En général, ça, dans une équipe, c'est cool parce que ça a vraiment créé une ambiance très forte de travail en commun et là, un sentiment d'accomplissement. Mais seulement, c'est maintenant que ça commence à devenir marrant. C'est le moment où on va demander aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, quand on fait une... C'est pour me dire que j'ai plus le temps. Quand on fait une interview, globalement, 5 personnes suffisent. C'est Nielsen Norman qui dit ça. 5 personnes suffisent. En gros, c'est qu'en fait, au bout de 5 personnes, on apprend beaucoup moins. Au bout de 5 personnes, on a appris 80% des problèmes de notre interface. Donc voilà, c'est pas la peine d'en mettre trop. Il faut une seule personne en charge d'interview, mais que tout le monde suive à distance. Ça, c'est super important. Durant l'interview, du coup, tout le monde note les phrases clés, et essaye de trouver des patterns en fait, entre toutes ces phrases-là, essaye de trouver des grands types de comportements. Et à la fin, du coup, toute l'équipe débrief et se projette sur la suite. Donc, c'est presque terminé, après je vais vous laisser manger. Quelques petits conseils d'interview, parce que c'est quand même un truc pas simple. Pensez à remercier les gens d'être là. C'est super important, les gens vous font le plaisir d'être là, donc remerciez-les. Expliquez clairement ce que vous allez faire. Dites bien que vous n'êtes pas du tout du projet. Vous n'avez même pas vu le projet, qu'ils peuvent y aller. Vous ne connaissez pas ce projet, je vais être juste là pour mener l'interview, même si ce n'est pas vrai. Créez une ambiance chaleureuse et détendue quand vous travaillez avec des gens sur les interviews. Les gens sont stressés. Allez savoir pourquoi, mais les gens sont stressés de venir faire des interviews ou des tests. Posez des questions ouvertes, pas des questions fermées. Rebondissez sur ce que les gens vous disent. Demandez tout le temps pourquoi. Commencez par des questions larges qui vont les mettre en confiance, puis ensuite précisez-les et amenez-les sur l'interface. Déculpabilisez les personnes. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est notre faute, c'est pas la vôtre. C'est justement pour ça qu'on a besoin de vous, c'est pour apprendre ce qui ne fonctionne pas sur notre interface. Donc déculpabilisez parce qu'il y a des gens qui se pensent nuls s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et soyez neutre engagé. Alors le neutre engagé, c'est quoi? C'est quand vous faites une interview, relancez les gens pour montrer que vous écoutez par des ça marche très bien. Mais surtout évitez les trucs qui vont l'encourager à faire des choses, genre ah super, ah ouais très bien. Ça c'est mort parce que du coup vous ajoutez. Voilà. Vous ajoutez un biais énorme dans le process d'interview. Donc du coup, c'est voilà, essayez d'être neutre engagé. On va faire ça avec l'écran, c'est mieux. Désolé pour la télécommande. Donc en conclusion, qu'est-ce que vous avez appris au bout de 5 jours de design sprint? En fait, au bout de 5 jours de design sprint, vous avez réussi déjà à aligner tout le monde sur un objectif co-construit, et ça c'est énorme, je vous assure que c'est vraiment une réussite énorme. Vous avez dessiné plein de nouvelles idées, il y en a qui n'ont pas été choisies, mais que peut-être c'est les idées du futur, parce qu'elles seront retestées. Vous avez réussi à passer d'une pensée divergente à une pensée convergente, et ça, mine de rien, c'est une sacrée réussite, parce que c'est pas facile à faire en entreprise, que tout le monde se mette d'accord sur une pensée convergente. Vous avez construit un prototype en un temps record, vous vous rendez compte que finalement, vous pouvez faire les choses vite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 mois pour que quelque chose soit fait.
Et vous avez appris hyper rapidement, et certaines entreprises, c'est la première fois en fait qu'ils apprennent d'un utilisateur, c'est la première fois qu'ils voient leurs utilisateurs, que les utilisateurs parlent d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et du coup, vous avez potentiellement fait une économie énorme. Si les utilisateurs vous ont dit bah non, c'est nul, ça ne m'intéresse pas, bah, au moins vous évitez de vous lancer dans un projet hyper coûteux. Et surtout, comme je disais, plus important, vous avez changé en profondeur du coup la façon dont les gens conçoivent l'innovation, conçoivent le travail en commun. Les gens vont avoir envie de travailler en commun et de partager beaucoup plus qu'avant. Ça, j'ai fait l'expérience. Et ils vont devenir vraiment les ambassadeurs pour ça. Pour terminer, je fais très vite, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé les design sprint, c'est qu'en fait, les design sprints s'adaptent à toutes les phases de projet. Moi, au début, j'avais peur, je me disais, mais est-ce que c'est plutôt avant que le projet commence, avant de faire une phase de conception? Est-ce que c'est vraiment en innovation très tôt? Est-ce que c'est en run d'un produit? Est-ce que dans un run de produit, ça peut marcher? Ça marche tout le temps, en fait. Ça marche super bien tout le temps, du moins que c'est assez important. Quand même, ça, il faut quand même que l'entreprise soit déjà rentrée dans une phase d'apprentissage. J'ai déjà essayé avec certains institutionnels de faire des design sprint. Je le referai pas. Honnêtement, je le referai pas. Le design sprint où ils s'y viennent à 22 et où chacun part au bout d'une heure parce que ça n'intéresse plus, enfin, il faut des gens qui ont envie quand même. Le rôle du facilitateur est capital, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, mais voilà, travaillez vraiment ce rôle de facilitateur, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des facilitateurs, surtout des gens externes, c'est très bien des fois, parce que du coup, ils ont encore une fois un regard très neuf sur le produit. Et donc je redis, le décideur, sans décideur, vous allez dans le mur. Dédramatiser l'exercice, ça, je vous ai dit, prenez du plaisir à faire un design sprint, mais dédramatiser ça aussi. Alors oui, c'est sûr, pour l'entreprise, ça reprend des sous, hein, comme de mettre des gens dans une pièce pendant 5 jours, mais l'idée du design sprint, c'est qu'à la fin, on est là pour apprendre. C'est ce que le décideur a choisi de prendre comme idée, c'est pas, il ne vient pas de le marquer avec son sang. C'est peut-être dans 2 jours, on se rendra compte que ce qu'il avait choisi, ce n'était pas la bonne idée, mais il y en a plein d'autres à tester. Donc dédramatiser ça. Là, on ne part pas sur un produit qui va être développé pendant 2 ans. On part juste sur de l'idée, on fait de l'idéation. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à prendre des décisions. Et chaque fois que vous allez vous dire, ça paraît vraiment contre nature ce que je suis en train de leur faire là, ils ont l'air vraiment largués parce que ça n'a pas l'air naturel. Tiens, naturellement j'aurais fait ça. C'est marrant que la méthode me dise de faire l'inverse. C'est hyper bon signe parce que justement, elle essaye d'éviter tous les biais qu'on a habituellement dans les méthodes d'innovation classiques. Et chaque fois qu'elle fait faire un truc un peu différent, bah, souvent c'est très bon signe. Et ça, j'en ai pas parlé, mais je le garde pour la fin, comme ça vous le gardez bien en tête. Faites absolument respecter la règle du no device. C'est une règle les plus importantes dans le design sprint. C'est les téléphones portables, les laptops restent tous à l'entrée. Créer l'environnement de sécurité pour tout le monde en disant on comprend que vous avez besoin de répondre à des mails, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, vous sortez, on fait une pause, vous y allez répondre, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous êtes dans le design sprint, vous êtes dans le design sprint et vous êtes vraiment 100% focus sur le produit. Et bon, je vous redis exactement la même chose, c'est 2 fois la même slide, donc c'est très bien. Voilà. Et donc du coup, j'en ai terminé. J'ai oublié de vous dire que j'ai pas encore vous dit, j'ai oublié de mettre la slide rôti. Donc je crois qu'elles sont disponibles. Je crois qu'on m'a dit qu'elles sont disponibles à l'extérieur et ouais, à la porte. Merci beaucoup.